Alors l'information est récente, le comité international olympique va lancer les premières compétitions d'e-sport sous licence olympique. Ça va s'appeler les Olympic Virtual Series et l'événement aura lieu en ligne entre le 13 mai et le 23 juin, soit un mois avant la date d'ouverture prévue des JO. Donc l'e-sport, il serait peut-être temps qu'on s'y mette tous. En tout cas, nos invités vont nous éclairer sur ce qu'il faut savoir pour se lancer, découvrir l'e-sport en tant qu'amateur, observateur, spectateur ou peut-être futur champion. On en parle avec Arnaud Moulet, président de GameWard, qui est un club d'e-sport professionnel, et Guillaume Monteux, président de Gatsby, chroniqueur hebdomadaire dans Smartech du business du gaming. Nous avons également avec nous Iris Elbazis, qu'on appelle aussi Calistou dans le jeu. Elle navigue dans le milieu de l'e-sport professionnel depuis 2014 et elle est la fondatrice, avec Sébastien Chenaf, un ancien champion du monde sur WoW, de WSC Group, qui est une agence de communication spécialisée dans l'e-sport. Alors déjà, je voulais vous faire réagir, Guillaume, à cette annonce du comité olympique. C'est Olympic Virtual Series. Enfin, une reconnaissance. Une reconnaissance, mais c'est quand même une reconnaissance en demi-teinte. Donc, d'une part, le comité dit, ben voilà, ça véhicule, l'e-sport véhicule les vraies valeurs du sport et assure la promotion des valeurs olympiques, ce qui est très bien. Oui. Mais de l'autre côté, ils font une espèce d'événement à part, donc qui n'est pas directement intégré aux Jeux Olympiques, mais qui va se passer un mois avant. Et puis, le jeu qu'ils choisissent, c'est la caricature de l'e-sport. Lesquels ? C'est des jeux de sport. Donc, ils ont choisi la voile, ils ont choisi le foot, ils ont choisi le baseball. Mais les jeux qui cartonnent vraiment en e-sport, c'est pas des jeux de sport. C'est LOL, c'est Dota, c'est Counter-Strike. Voilà. Donc on est un peu dans la caricature. Donc c'est une bonne chose. De toute manière, la reconnaissance officielle de l'e-sport et l'e-sport, le sport, l'e-sport, mêler les deux, c'est une bonne chose. Mais là, je trouve qu'ils ne sont pas allés très très loin en fait. L'e-sport, bon, juste pour résumer d'un mot, moi je dirais que c'est la pratique du jeu vidéo de manière compétitive. Hein. On est d'accord, Arnaud Moulet ? Parfaitement. Ok. On s'y met donc parce qu'on est passionné de jeux vidéo et parce qu'on a le goût de la compétition. Est-ce que ça suffit de réunir ces deux conditions pour devenir un e-sportif ? Alors, si on parle d'un e-sportif au sens loisir du terme, parfaitement. N'importe qui a accès à un jeu vidéo qui propose un format compétitif et qui le pratique sous forme de classement, à partir de là, on peut considérer qu'il est en pratique d'e-sport. Si on parle d'e-sport plus professionnel, pour se rapprocher de ce qui va être proposé par exemple aux Jeux Olympiques, même comme Guillaume le disait très bien, si ce ne sont pas des jeux très représentatifs du marché, que les audiences restent marginales sur ces jeux-là, il faut commencer à devenir plus sérieux dans son approche et professionnaliser donc sa pratique de l'e-sport en tant que pratiquant. Et après, effectivement, comme dans le sport, si on veut faire le parallèle, il faut bien dissocier le pratiquant d'e-sport de celui qui s'y intéresse et qui regarde, mais qui ne pratique pas nécessairement. Iris Elbazis, vous êtes d'accord avec l'analyse de nos invités en plateau sur cette annonce du CIO pour des JO d'e-sport ? Alors oui, globalement, c'est vrai que les jeux qui ont été choisis, c'est absolument pas des jeux qui sont populaires actuellement, mais c'est des jeux qui sont compréhensibles. C'est des jeux qui sont compréhensibles pour un public qui n'est pas averti, puisqu'on connaît les règles du jeu du foot ou on connaît les règles du jeu de la voile. Donc c'est facile pour nous d'avoir une accroche visuelle. C'est vrai que si on allait vers un League of Legends, je pense que ce serait très compliqué pour des gens qui n'ont jamais vu le jeu de pouvoir comprendre. Maintenant, j'avoue que moi, ça ne me dérange pas spécialement que ce soit des événements séparés. Je pense que l'e-sport a besoin aussi d'un traitement spécifique et ça permet justement de ne pas bâcler un petit peu son organisation peut-être. Qu'est-ce que c'est un bon jeu d'e-sport selon vous, Iris ? Alors, c'est très facile. Un bon jeu e-sport, c'est un jeu qui est facile d'accès. Donc, tout le monde peut y jouer. La plupart du temps, c'est gratuit, très simple à comprendre et difficile à maîtriser pour que, justement, on ait des personnes avec des compétences spécifiques qui puissent se développer et impressionner aussi le public. On a commencé à l'évoquer ensemble sur les jeux de prédilection des professionnels de l'e-sport. On peut donc citer quoi ? League of Legends ? Parfaitement. Dans les jeux les plus regardés, on a League of Legends, Counter-Strike, Dota, en fonction des régions du monde, le jeu est plus ou moins joué. On retrouve Rainbow Six, qui est un jeu qui se développe de plus en plus dans l'e-sport. Et on peut intégrer Fortnite, même si Fortnite, pour les professionnels du secteur, enfin les équipes pro du moins, le format compétitif n'est pas extrêmement bien établi.
on n'a pas, contrairement à League of Legends, de visibilité sur ce qui va se passer l'année prochaine sur le format compétitif sur Fortnite, par exemple. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'à partir du jeu, on crée des tournois, en fait? Chaque jeu a son tournoi? Oui, il y a des ligues qui s'organisent en liaison, évidemment, avec les éditeurs de jeux. L'e-sport, c'est un marché qui est énorme. On en a déjà parlé. Ça fait 1,2 milliard de dollars dans le monde. Et d'ailleurs, la majeure partie est captée par les éditeurs qui 30% entre guillemets de ce marché-là. Après, il y a des ligues ouvertes, il y a des ligues fermées. C'est un petit peu la caractéristique de ce sport. C'est très à l'américaine jusqu'à aujourd'hui, puisqu'effectivement, en fait, il y a 3 grosses ligues. Il y a la ligue LoL, il y a la ligue Overwatch et il y a la ligue Blizzard aujourd'hui, qui sont des ligues fermées dans lesquelles les équipes vont acheter leur place. Et il y a des ligues, entre guillemets, qui s'ouvrent. On en parlait avec Arnaud tout à l'heure, notamment en France, avec la LFL qui devient une ligue ouverte. Donc, ligue fermée, ligue ouverte, on va dire méthode à l'américaine, où les ligues, en fait, fermées protègent les investisseurs. Parce que vous n'allez pas investir dans une équipe si vous n'êtes pas sûr que l'année d'après, l'équipe, elle sera dans la ligue et donc elle aura des sponsors, des spectateurs. Ou ligue ouverte, comme ce que préconise l'Europe, en disant, ben non, mais attendez, c'est la beauté du sport, de savoir si une équipe va être ou pas, typiquement comme dans le vrai sport, en Ligue des Champions, comme on l'a vu hier. Et on peut faire partie d'une équipe pro, on peut être un joueur qui passe d'une ligue à une autre, d'un tournoi à un autre, d'un jeu à un autre. Alors, dans l'e-sport, on se rapproche, je vais faire beaucoup de parallèles peut-être avec le sport. Ouais. On pratique généralement un e-sport, mais ça arrive qu'il y ait des exceptions. Par exemple, un tennisman qui passe au golf, on a déjà vu des joueurs de Counter-Strike passer sur Valorant, par exemple, un nouveau jeu de Riot Games, FPS. Et l'analyse de Guillaume est très bonne, à savoir qu'aujourd'hui, il y a quelques ligues fermées qui sont basées sur le modèle américain. Ce n'est pas nécessairement, pour certaines d'entre elles, les ligues qui fonctionnent le mieux en termes de ce qu'on appelle le viewership, l'audience. Et on a également, historiquement, c'est vrai qu'en Europe, dans le sport, on est plus sur des ligues ouvertes ou semi-ouvertes avec un système de promotion-relégation entre les différentes divisions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve face à un système de ligue fermée ou semi-ouverte avec ce système d'ouverture de relégation-promotion. Bien sûr, il existe des tournois ouverts qui sont complètement indépendants des uns des autres. On pourrait faire le comparatif, par exemple, avec le tennis ou le golf. C'est ce qui se passe sur pas mal de jeux où il y a plusieurs tournois indépendants des uns des autres. Iris Elbazis, pour devenir un e-sportif ou une e-sportive, est-ce qu'il y a des formations à suivre spécifiques ? Alors non, si, ça existe, bien sûr que si, ça existe. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est utile? Moi, je sais que je ne suis pas encore convaincue. Je pense que ça passe majoritairement par un écosystème, en tout cas le scouting, qui est un écosystème propre à chacun des jeux, par les équipes, par exemple par GameWard, qui fait un très bon travail là-dessus. Je pense que les écoles, pour l'instant, on en est loin. Peut-être qu'on y arrivera. Peut-être qu'on aura des générations de joueurs professionnels qui seront mises à la formation, tout simplement. Donc oui, peut-être qu'on y arrivera, mais pour l'instant, c'est trop tôt. On a des écoles qui nous apprennent à travailler sur des métiers de l'e-sport. Maintenant, pour être joueur professionnel, ça demande de la rigueur personnelle et ça demande d'être détecté assez vite par des équipes qui vont nous apporter un cadre sérieux. Donc le conseil, c'est plutôt d'intégrer une équipe, rentrer dans un club d'e-sport ? Oui, plutôt s'entraîner et se construire un tissu de connaissances grâce à ses coéquipiers, parce que l'e-sport, il y en a, mais c'est plus souvent un jeu collectif quand même, en tout cas ceux qui marchent. Et très vite, les joueurs doivent trouver des coéquipiers et avec ça, construire des équipes. En général, les bons joueurs se remarquent. Il y a ce qu'on appelle des ladders sur les jeux vidéo, c'est des classements en ligne des meilleurs joueurs, et c'est comme ça la plupart du temps que se font les repérages. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeu d'e-sport va avoir plus ou moins de succès et d'audience ? Alors, la toute première chose, c'est, je pense que Iris l'a très bien résumé tout à l'heure, à savoir que il faut que le jeu soit facile d'accès, de compréhension, mais qu'il soit très difficile à maîtriser. C'est vraiment la recette qui fait qu'un jeu, premièrement, va fonctionner ou non. Après, si la question porte sur le fait... Mais il y a vraiment une corrélation entre le jeu qui attire le plus de joueurs et le jeu qui attire le plus d'audience. Sont les mêmes ? Alors, il y a quelques exemples qui pourraient
Je sais pas, je pense à FIFA par exemple. Exactement. Alors en fait, FIFA, c'est un jeu de simulation de sport. Alors certains disent que c'est pas de la simulation de sport parce qu'on se met pas dans la peau d'un joueur, étant donné qu'on a la vue du dessus, donc de la vue du spectateur en fait. Mais c'est typiquement le jeu, c'est un des jeux les plus vendus dans le monde, si ce n'est le jeu le plus vendu. En revanche, dans l'e-sport, il arrive à peine dans ce qu'on appelle les tiers. On a des classements dans le secteur qui nous disent tiers 1, les jeux les plus regardés, tiers 2, tiers 3. FIFA arrive à peine en tiers 3, en fait, des jeux les plus consommés, regardés dans l'e-sport, parce qu'en fait, c'est une pratique qui se prête beaucoup plus à l'e-sportif amateur loisir. Voilà, on va plutôt jouer une Pourquoi ? Parce que c'est trop simple, les règles sont pas assez perfectionnées ? Je pense que... répondre à cette question serait peut-être un peu prétentieux si j'avais la compréhension qui est complexe, en fait, de pourquoi FIFA en est là aujourd'hui. Mais certains éléments de réponse portent également sur le fait que je pense que le jeu n'apporte rien de supplémentaire par rapport au football, à la pratique du vrai sport, contrairement à League of Legends, qui est impraticable en dehors du jeu vidéo, par exemple. Il y a vraiment une spécificité qui est attendue. Et c'est peut-être aussi également moins spectaculaire de regarder du FIFA que du League of Legends. Ça donne du coup des chiffres un peu trompeurs, Guillaume, sur le poids de ce marché de l'e-sport. On a des jeux qui cartonnent, mais qui ne sont pas forcément les jeux qui sont les plus attendus. Le business model de FIFA, en fait, c'est un business model autour de la vente du jeu, et c'est un business model autour des packs qu'on va acheter, des fameuses loot box là, de FUT. Et pas de la compétition. Et pas vraiment de la compétition. Et encore une fois, les joueurs d'e-sport, ils ne sont pas forcément intéressés à jouer à des jeux de sport. C'est ce qui a été très bien expliqué. C'est un accès facile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est gratuit. Bon, FIFA n'est pas gratuit. Et puis des règles, entre guillemets, un peu recherchées, qui évoluent. C'est ça aussi qui est sympa. Il y a des nouveaux personnages. Donc, en fait, les équipes qui étaient bonnes hier sont peut-être pas forcément des équipes qui vont être bonnes demain, parce que les personnages ont changé, leurs capacités ont changé, les méta du jeu ont changé. C'est-à-dire que les techniques qui font que voilà, on se bat aussi un peu contre le jeu, contre la physique du jeu, contre l'algorithme entre guillemets général du jeu. Donc tout ça, ça change et ça rend un peu les jeux piquants et sympathiques, non seulement à jouer, mais aussi à regarder. Iris Elbazis, est-ce que, selon vous, l'e-sport peut devenir un divertissement grand public ? Je refais le parallèle, là, pour le coup, comme le foot ? Oui, bien sûr, il est en passe de devenir un divertissement grand public, surtout avec les jeunes générations qui commencent à grandir, qui ont un accès à l'e-sport bien plus simple par les plateformes de diffusion comme Twitch ou comme YouTube. Donc forcément, quand on va voir ces générations grandir, on va forcément devoir leur donner un petit peu plus de contenu à se mettre sous la dent, et surtout du contenu adapté à leur évolution. Donc oui, pour moi, ça va devenir grand public. Après, je pense quand même que l'e-sport doit être apposé à une forme d'influence en communication. Je pense que c'est très important d'avoir une communication spécifique, une communication d'influence spécifique autour de cette pratique, puisque ce n'est pas du sport, c'est quelque chose qui est très proche du sport. C'est une thématique qui peut être rapprochée au sport de façon très simple et évidente. Et ça n'en est pas, et ça reste une discipline qui est née sur Internet, qui doit coller au code d'Internet et qui doit également utiliser le langage d'Internet. Et vous pouvez préciser ça, cette pratique de l'influence ? C'est-à-dire quoi ? Travailler sa communauté sur les réseaux sociaux ? Oui, il y a plusieurs exemples qui ont émergé ces dernières années, surtout en France, mais ça marche aussi dans le reste du monde. En France, on a Solari, il y a 4 ans, qui est une équipe qui regroupait des influenceurs, donc des personnes qui sont assez connues et qui sont suivies, non pas simplement pour leur performance en e-sport ou sur les jeux vidéo, mais aussi pour leur capacité à amuser, à divertir, à apporter un contenu plutôt léger. Ils ont formé une équipe qui s'appelle Solari et ils ont réussi à créer un engouement autour. Et cette année, on a eu l'exemple de la Carmine Corp, qui a été fondée également par 2 influenceurs, un qui vient du rap et un autre qui vient du gaming. Et ça cartonne. Ça cartonne puisque justement, ça mêle ces 2 populations et ça leur permet d'accéder aussi à une façon de traiter l'e-sport qui est plus grand public. On est associé avec Red Bull en partenaire média là-dessus. Ils nous aident justement à produire un reportage qui va être accessible pour des personnes qui ne seraient pas encore initiées. Alors ça, c'est peut-être une spécificité importante pour un club d'e-sport par rapport à un club de sport traditionnel. Il ne suffit pas d'avoir un directeur technique, de l'entraînement et des bonnes machines. Il faut aussi travailler toute sa com. Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse qui vient d'être effectuée. On parle beaucoup d'e-sportainment. Donc c'est en fait... Mais de base, l'e-sport, c'est un peu
c'est un peu la jonction des mondes du sport, de la compétition et du divertissement global. Donc en fait, le marketing d'influence est très activé dans ce secteur-là. Le principal flux de revenus, je pense qu'il y a des raisons économiques aussi. Ça reste aujourd'hui les annonceurs via le sponsoring et les partenariats. Donc la présentation d'Iris est très bonne, à savoir que la particularité de l'e-sport, c'est qu'on touche une audience qui est jeune, que certains autres secteurs d'activité ont de plus en plus de mal à toucher. Et en partant de ce constat-là, les marques sont très intéressées par toucher cette audience. Donc, Alors ça, c'est un modèle plus classique, le sponsoring. Je sais que vous avez signé, par exemple, avec le Coq Sportif. C'est pas spécifique à l'e-sport, là. Parfaitement. On n'invente pas tant de choses que ça au final dans l'e-sport. On reprend des codes qui existent, mais il faut les adapter comme ce qui a été présenté. Il faut les adapter à notre audience en fait et au secteur parfaitement. Là-dessus, sur le ticket d'entrée pour les marques dans l'e-sport, c'est compliqué pour une marque classique, traditionnelle, de se lancer sur l'e-sport? C'est compliqué oui et non, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'équipes dans le monde, il y a de plus en plus de pratiquants d'e-sport dans le monde, donc les marques, entre guillemets, savent où aller taper, et puis il y a des sociétés comme celle d'Iris qui peuvent les aider à faire ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la professionnalisation des équipes aujourd'hui qui deviennent elles-mêmes des marques médias. Et donc pour faire connaître sa marque média, vous avez grosso modo 2 possibilités, soit avoir de très bons résultats, soit être on va dire, dans un autre délire, et ce qui est le délire de l'Internet et de YouTube et de TikTok et de tous ces réseaux sociaux, qui est de dire, voilà, on n'est peut-être pas les meilleurs dans ce sport-là, mais on en parle de la meilleure manière, de la manière la plus sympathique, en valorisant les valeurs quand même de l'e-sport. Mais en fait, rien n'est inventé dans l'Internet, puisque ça existait déjà dans le vrai sport. On se souvient des Harlem Globetrotters dans le basket, on se souvient des matchs de tennis avec Nastase et compagnie. Enfin, il y a toujours eu, entre guillemets, à la fois le côté perf, à la fois le côté un petit peu amusement. Le show, ouais. Voilà, le show. Mais quand même, dans le show, il faut quand même être bon en e-sport. Vous ne pouvez pas faire du show si vous n'êtes pas quand même, vous n'avez pas atteint quand même un niveau minimum. Pour les marques, vous avez des choses à dire là-dessus, sur l'intérêt que portent les marques aujourd'hui à l'e-sport? C'est encore compliqué d'aller chercher des sponsors comme le Coq Sportif? Alors on est face, en fait, d'un côté, parfois les annonceurs ou les décideurs ne comprennent pas encore nécessairement parfaitement le secteur, et donc tous les codes et pourquoi c'est intéressant d'y aller. Et parfois ils ne savent pas comment y aller d'ailleurs. Il y a une méconnaissance en fait du secteur. Donc ça, c'est parfois une barrière à l'entrée quand on échange avec des marques, mais qui savent au fond d'elles qu'elles entendent parler partout d'e-sport et qu'il faut y aller. C'est un secteur, l'audience est incroyable. Au-delà du chiffre d'affaires du secteur, on parle de 500 millions de consommateurs dans le monde. En France, on a environ 10 millions de pratiquants. Donc mais là, par exemple, si on a une marque qui nous écoute, oui, parce qu'on en a quand même pas mal sur Bismart, il suffit qu'elle frappe à la porte d'un club et qu'elle dise, voilà, moi j'ai un budget de temps, débrouillez-vous avec. Alors, je lui conseillerais de se faire accompagner. Voilà, je sais que par exemple, Iris, à travers son agence, le fait très bien. Nous, on le fait aussi en direct. On a une partie où on conseille des marques, parfois pas que pour notre club. C'est extrêmement important d'être accompagné par des gens du secteur qui ont cette double compétence business et e-sport. Alors Iris Elbazi, justement, il y a des spécificités vraiment dans les techniques de communication pour l'e-sport? Oui, alors on ne va pas toutes les énumérer parce que ça serait hyper long, mais la principale, je pense, c'est que l'influenceur avec qui on va créer un partenariat, ou l'équipe avec qui on va créer un partenariat, est en contact direct avec le public. Ce qui est assez différent dans le sport ou dans la musique ou dans tous les divertissements classiques, c'est que très rarement, ou alors a posteriori, on a un contact avec l'influenceur, avec la star. Là, les stars sont directement, voire même pendant leur émission, en direct avec un chat qui va leur demander de s'expliquer sur différentes choses ou différents thèmes qui ont été faits. Et les influenceurs sont vachement plus tatillons sur les partenariats qu'ils font, puisqu'ils doivent eux-mêmes porter au final l'image de la marque. Et c'est là, moi, ce que je conseillerais beaucoup aux marques déjà en arrivée, c'est d'écouter l'influenceur qu'elles veulent accompagner, puisque c'est souvent lui qui a la réponse et c'est souvent lui qui connaît le ton. Voilà la grosse différence, je pense, avec les autres milieux. Et vous voyez aussi évoluer les modes de consommation autour de l'e-sport? Parce qu'on disait qu'on allait de plus en plus vers quelque chose de grand public. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, pour donner une idée en termes de statistiques, hier, pour un quart de finale d'une compétition européenne où jouait Carmine Corp, du coup l'équipe française, on était à plus de 150 000 viewers simultanés, uniques, pour un match qui dure 2 heures. Et il y a 3 ans,
on aurait été à 20 000, je pense, 25 000. Ouais. On a, je pense, c'est x10, en tout cas sur la LFL, et tout ça a été grâce à un savant mélange, je pense, et des équipes et des influenceurs autour qui ont créé une sorte de storytelling pour accompagner et pour faire rêver le spectateur. Sur le business model, Guillaume, on disait qu'un des marqueurs, on va dire, de l'e-sport, c'est d'avoir un accès facile, donc plutôt un modèle de gratuit au départ. Est-ce que ça peut bouger ? Ça peut bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui annoncent au travers des influenceurs e-sport et dans l'e-sport. Et la preuve en est, c'est que les équipes les équipes d'e-sport arrivent à relativement simplement à lever des sous et de manière assez formidable. On a vu MCES qui a levé 2,5, je crois Game Origin a levé 3, Vitality a levé en 2018-2019 34 millions d'euros. Donc ce sont des grosses sommes, et c'est pas qu'en France. À l'étranger, ils lèvent aussi donc c'est un petit peu, ça commence à devenir un peu comme le sport traditionnel et les équipes de sport traditionnel dans lesquelles les investisseurs voient dans ces clubs des porte-paroles intéressants pour les marques. Aujourd'hui, de plus en plus de marques, comme je le disais, mais des marques qui n'arrivent pas vraiment à équilibrer, j'ai envie de dire, les comptes des équipes, malheureusement aujourd'hui, mais on voit que ça grandit avec l'audience de l'e-sport de manière indéniable. Je ne vous ai pas posé la question sur si on veut assister à un tournoi. Bon, même si en ce moment, ce n'est pas tellement la saison. Mais bon, si on a envie de participer en tant que spectateur simplement, combien coûte une place, par exemple ? Quel est le ticket d'entrée ? Alors, tout va dépendre du type d'événement. En France, avant Covid, et donc ça va bientôt revenir, on avait des événements plutôt de destination amateur. Alors, on voit le monde qui assiste. Alors voilà. Ils ont fait comment ? Là, on est à la Core Arena en novembre 2019 pour les Worlds de League of Legends. Ouais. Donc la finale internationale avec les 2 meilleures équipes, la finale. Et ça s'est fait à guichet fermé. Les places ont été vendues en quelques minutes. Donc elles sont vendues quoi ? Sur Twitch ? Non, alors là, pour le coup, les places physiques sur l'événement étaient vendues via le système de billetterie de la Core Arena et de l'éditeur, de l'organisateur de l'événement. Mais en revanche, effectivement, on était proche des prix d'un spectacle. Je n'ai plus les prix exacts en tête, mais ça commençait à quelques dizaines d'euros pour monter à quelques centaines plus pour de des 100 places euros spéciales. Oui. Ouais. Et il y a des moyens énormes qui sont déployés pour amuser, entertainer la foule. C'est incroyable, les moyens de production des... Oui, un dernier mot, on a fini. C'est un véritable show. Et sinon, c'est regardé sur Twitch parfaitement. Principalement. Et merci beaucoup pour ces premiers éclairages et tous ceux qui ont envie de se mettre à l'e-sport. Vous voyez, ça monte, ça progresse. Merci à Iris Elbazis, fondatrice et présidente de WSC Group, Arnaud Moulet, président de GameWard, et Guillaume Monteux, président de Gatsby. Alors à suivre, on va rentrer dans le monde du libre avec une découverte passionnante sur des codes de vaccins Covid-19 qui ont été publiés en open source.